En recevant cette invitation, je me suis mis à penser comment raconter. Et au fond, je me suis dit, peut-être que la première chose que je devrais dire, c'est... Et ça... c'est vraiment vital dans ma vie, c'est que je suis devenue ce que je suis devenue avant tout à la suite de rencontres. Certaines vivantes, enfin avec des gens vivants, mais beaucoup par la lecture. Mais une lecture qui m'a transformée. Si je peux citer le premier qui m'a transformée par la lecture, et je vais revenir à son rôle, c'est Arthur Koestler. Pas le Arthur Koestler tellement faisant un peu de l'histoire politique et des romans liés au totalitarisme, le zéro et l'infini et tout ça. Non, non, celui qui à un certain moment s'est demandé qu'est-ce qui n'allait pas dans notre civilisation et s'est tourné vers les sciences. Ce sont ces livres-là. Mais après sont venus vraiment des philosophes, Deleuze d'abord, et Whitehead, on y reviendra, mais aussi évidemment Prigogine, on y reviendra, tout cela m'ont marqué, ils m'ont fabriqué, je me suis fait à partir d'eux, je ne dirais pas qu'ils m'ont fait ce que je suis, parce qu'ils ne savaient rien de ce que j'ai fait, de ce qu'ils m'ont donné, mais voilà, et puis Chertok, Nathan, Bruno Latour, je ne sais plus si je l'ai cité, mais c'est très important et ça continue toujours. Là, c'est une interaction vivante. Et puis, Donna Haraway, Starhawk. Voilà. Ben, jusqu'au bout, j'ai été relancée et enrichie par ce que j'appellerais des rencontres plus que des lectures. Parce que la lecture a été le vecteur d'une rencontre. Et j'avais besoin de ce genre de vitalisation, parce que, au fond, je suis née de fille de parents d'historiens qui se sont rencontrés sur les bancs de l'université. Mon père est devenu prof de philo, ma mère prof de secondaire. Ça, c'est une division genrée, mais qui était aussi dans le contrat de mariage. Il a épousé sa future fidèle collaboratrice. Et donc, c'était pas très social comme famille. Ça travaillait tout le temps. Et du coup, j'étais une rêveuse solitaire. Je lisais beaucoup de romans. C'est là que j'ai vraiment appris à différencier entre imaginaire. J'étais dans l'imaginaire de romans historiques, Alexandre Dumas par exemple, et imagination. Ce que les rencontres m'ont donné, c'est de l'imagination qui me permettait de faire et pas de l'imaginaire qui m'embarquait dans au fond, des tripes assez passifs et répétitifs. Donc, cet imaginaire, au fond, je voulais un peu en sortir. C'est pour ça que j'ai choisi la chimie. La chimie, personne dans ma famille ne connaissait, les sciences, personne ne connaissait. Je voulais aller dans un monde qui m'offrirait des obstacles, qui me secouraient, c'était trop confortable. Tout le monde pensait que je serais historienne comme mon père. Mais voilà, c'est là qu'a eu lieu la première rencontre, en 69, on reviendra à 68, mais c'était en 69, c'est-à-dire un moment où beaucoup de gens se demandaient ce qu'ils allaient faire de leur vie. Mais c'est venu par quelqu'un pour qui 68 n'était pas un événement de ce genre, mon père, qui m'a dit « Tiens, tu as l'air de t'embêter ». C'est vrai que je m'embêtais. Même la chimie m'embêtait, ça ne me nourrissait pas. Il y a un bon livre, là, tu devrais lire Koestler, c'est Les Somnambules. Et Les Somnambules, c'est l'histoire de la cosmologie et avant tout de Galilée et Kepler.
Et en le lisant, j'ai eu un choc. Pourquoi? Parce que Kepler était présenté comme ayant, comment dirais-je, brisé le cercle. C'est-à-dire que tout le monde était satisfait d'astres qui... Non, de planètes. Disons que c'était déjà des planètes avec Copernic, mais qui tournent en cercle. La majesté du ciel voulait que cela tourne en cercle. Et il a brisé le cercle. Et pour Kepler était le scientifique qu'il aurait rêvé, alors que Galilée était le début d'une science qui allait tourner assez mal, une science sèche. Et donc, je me suis dit, tout à coup, et il citait Kepler comme exemple de cercle, enfin, un philosophe, un professeur Whitehead, et qui disait que justement l'astronomie pré-keplérienne, comment dirais-je, était épicyclique, c'est-à-dire qu'il fallait adapter le cercle avec les mouvements observables, et il citait ce professeur Kepler, ce professeur Whitehead. Bon, ça ok, j'avais enregistré, mais surtout, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il citait donc la mécanique quantique comme peut-être épicyclique. Et or, je venais d'avoir des cours de mécanique quantique, et je m'étais rendu compte que j'avais pas vu de problème. Et que donc, si un nouveau Kepler apparaissait, je ne le reconnaîtrais pas, puisque pour moi, la mécanique quantique, c'était une science parfaitement normale et satisfaisante. Et c'est là que je me suis dit, non, je ne suis pas faite pour les sciences. Je me suis même dit, ça y est, j'ai été mordue par des grands problèmes, donc je suis perdue pour les sciences. Donc il fallait aller dans un domaine que je ne connaissais absolument pas plus que je n'avais connu la chimie, je ne connaissais la philosophie. Et donc j'ai fait très rapidement, de manière très concentrée, ma dernière année de philo, de chimie, a été en même temps mes 2 premières années de philo. On peut dire que j'ai galopé. Et je galopais à la recherche de ce qui me rendrait vivante. Je n'étais pas du tout persuadée que la philo me rendrait vivante, mais la chimie, non. Mais j'avais envie de continuer à penser aux sciences. Parce que c'était ça. Je ne suis pas bien dans les sciences, mais elles m'intéressent, qui me faisait penser. Et donc j'ai galopé, j'ai fait un mémoire, j'ai été nommée au FNRS, vraiment ça allait bien. Et puis j'ai rencontré Prigogine, ça j'y reviendrai, seconde rencontre, et j'y reviendrai, c'est comme si j'avais rencontré une espèce de Kepler bis, sauf qu'il n'a pas eu l'énorme succès de Kepler, mais aussi sur le conseil d'un prof de philo qui m'avait appris qu'on pouvait aimer la philo, vraiment, qu'on pouvait être rendu vivante par la philo. Ce n'était pas mon cas à ce moment-là, je me disais plutôt exilée en terre philosophique pour poser des questions qui ne sont pas admises dans ma terre d'origine, le continent scientifique. Mais il m'a dit, tu devrais lire, ça l'énervait lui que je ne sois pas une convertie, tu devrais lire Deleuze. Et c'est vers 84, donc j'ai commencé ma thèse en 82. Enfin, j'ai été nommée au FNRS et donc j'étais censée commencer ma thèse. C'est en 84 que j'ai lu Différences et répétitions. Je me souviens, je lui ai écrit, j'étais à ce moment-là au Texas avec Prigogine, qui était à mi-temps à Austin, et je lui ai écrit, tu as gagné, ok, je suis plus exilée, la philo, c'est là que je vais essayer, que je peux devenir vivante. Mais au même séjour, je tombais par hasard sur un livre de ce fameux
professeur Whitehead, que je n'avais jamais oublié, que Koestler citait, que j'avais essayé de lire, mais j'avais rien compris. Mais un livre d'introduction. Et je crois que le printemps 84 a été la période la plus intense parce que j'étais en train de lire entre différences et répétitions et progrès, procès et réalité, etc., à voir les différences, enfin, à m'orienter activement moi-même dans la philosophie. Donc je crois que cette triple rencontre Koestler, ça c'est le déclencheur. Et puis Prigogine, Deleuze et Whitehead, ça a été ce qui a fait que je n'ai remis ma thèse, qu'après on y reviendra, la Nouvelle Alliance, que j'ai écrit avec Prigogine et qui est parue en 77. J'ai remis ma thèse en 83, un peu comme ça, parce que j'avais appris dans ma famille qu'on finit toujours son assiette. Donc j'avais commencé cette thèse, je l'avais continuée au chômage, j'avais été à Paris entre-temps, etc. J'ai remis ma thèse et ça m'avait pris 11 ans. Donc à partir, j'ai galopé d'abord jusqu'à ma licence en philo et après ça a été des méandres. Et des méandres où finalement je m'épaississais, c'est-à-dire que je ramenais je devenais quelque chose qui n'était plus du rêve, qui était de l'imagination. Donc j'ai l'impression que ça a continué, mais ces années-là sont vraiment des années où je suis devenue quelqu'un qui ne se demandait plus si la vie valait la peine d'être vécue, ce qui était comment dirais-je, un peu mon refrain, c'est une phrase de William James que j'aime beaucoup, enfin une question qui mérite d'être posée, sauf si on vit par habitude. Non, là, pendant que je galopais, c'était, je peux dire rétroactivement, non, mais je le savais à l'époque, que c'était à la recherche de ce qui rendrait ma vie digne d'être vécue. Et c'est ces rencontres qui me l'ont donné. Donc, je n'ai pas sauté de la chimie à la philosophie comme telle. Non, j'ai changé de terrain pour continuer ma recherche. Et ce terrain-là m'a amené à devenir une philosophe avec ses propres questions, et non plus les questions posées par la science, etc., ou par, etc. Non, une philosophe qui fabrique ses propres questions. Ben oui, j'ai présenté ma thèse, en fait. Quand j'ai présenté ma thèse, j'étais loin de l'université, un peu parce que j'avais envie encore de faire... J'étais pas convaincue par l'université, j'étais convaincue par Prigogine, mais le temps de travail dans un département de scientifiques doit être... comment dirais-je, fini. Parce qu'à un moment donné, la science va beaucoup plus lentement que les questions qu'on se pose, et on risque toujours de devenir porte-parole des thèses du département. Et donc là, je me suis éloignée de Prigogine, et je ne voyais pas vraiment quoi faire à l'université. Donc j'ai été à Paris, j'ai fait des tas de choses, mais comment dirais-je, à un moment donné, j'ai décidé de terminer ma thèse. Et évidemment, j'étais plus inscrite en thèse depuis longtemps, en fait. J'étais chômeuse, et puis j'avais été à Paris. Donc, j'avais tout le choix. Est-ce que je ferais une thèse en sciences ou en philo? Sous la direction d'un philosophe ou d'un scientifique? Et j'ai décidé de la faire en philo, alors qu'il y avait moyen de la faire en sciences. Elle traitait beaucoup de sciences. Elle était en fait, à partir de tout le matériel que j'avais engrangé pour écrire ma thèse, mais qui était parti sous une forme plus synthétique dans La Nouvelle Alliance, que j'ai écrit avec Prigogine, sur laquelle on reviendra. Et donc je voulais repartir et donner
une autre épaisseur à ça, parce que je n'allais pas faire un délayage de ce que j'avais déjà présenté, concentré. Donc j'avais choisi de poser le problème des visions physiques du monde, donc comme si la réalité, c'était la réalité physique. Comment ça a pu se faire? C'est-à-dire que la physique n'étudie pas grand-chose par rapport au monde qui nous entoure. Et j'avais essayé de traiter le problème autour des rapports entre physique et chimie. Parce que si la physique réussit à dire que la chimie n'est qu'une science appliquée, et que le secret de la chimie est en physique, à ce moment-là, le reste peut aller avec des cours rhétoriques. Mais avec la chimie, c'était au corps à corps. Donc c'est une grosse thèse dont j'ai repris d'ailleurs des tas de bouts plus tard dans Cosmopolitique. Mais elle aurait pu aller en sciences, elle pouvait aller en philo. Et donc j'ai choisi que ce serait philo et que je prendrais comme directeur de thèse Prigogine, un directeur scientifique pour une thèse de philo. Ça me semblait très bien. Disons que la taille de la thèse et sans doute sa difficulté de la lecture ont été peu appréciées par le jury, mais à cette époque-là, j'avais cette idée que finalement, une thèse, les membres du jury sont payés pour la lire, ils n'ont qu'à souffrir. J'étais très, très, très désinvolte, je crois. Mais enfin, ça n'a pas empêché que plus tard, je suis entrée dans cette université, parce que tout de même, finalement, le rapport avec les étudiants, ça vaut le coup. Mais l'institution, disons... Donc en 68, ça a été... C'est en 69 que j'ai décidé de partir de partir vers l'exil, enfin de terminer mon assiette, c'est-à-dire la chimie, et puis d'aller dans cette terre inconnue qui était la philo. Mais c'était vraiment pas des problèmes philosophiques qui m'attiraient. Un problème aurait pu être, par exemple, les problèmes existentialistes, etc. Pour moi, toutes ces histoires existentialistes qui étaient très présents à travers Pierre Verstraeten notamment, qui était un disciple de Sartre, c'était trop proche de l'imaginaire. Si ça suscitait une imagination, ce serait une imagination moïque, donc de l'imaginaire. Non, ce qu'il me fallait, c'était continuer à essayer de comprendre quel était ce monde qui me nourrissait si mal. Donc c'était vraiment trouver les questions qui me raccrocheraient au monde. Qu'est-ce qui est arrivé, non pas à moi, je savais très bien ce qui m'était arrivé, je veux dire, mais à ce monde pour qu'il soit finalement si décevant qu'on en demande un peu plus. Donc voilà, il fallait que je crée mes questions philosophiques, parce qu'à l'époque, finalement, oui, il y avait un triomphe de la pensée critique, Foucault, etc., mais il y avait très peu de pensée que j'appellerais plutôt spéculative. Au sens de le monde aurait pu être autrement. Non, il fallait critiquer le monde tel qu'il était. Et ça, encore une fois, pour moi, c'était trop proche de l'imaginaire. Donc, il me fallait rencontrer des philosophes qui nourrissent aurait pu être autrement, ce sens du possible, cette manière de penser autre, et non pas de pratiquer une pensée qui ne me transforme pas. Il fallait quelque chose, non pas qui analyse mon rapport au monde, mais qui le transforme. En plus, 68, c'était un moment où, effectivement, l'idée qu'un autre monde pouvait être possible était partout. Enfin, Et puis, juste après 68, il y a eu
ce développement, cette apparition de quelque chose qui d'ailleurs venait des États-Unis, le féminisme. Ce qui m'a passionné, parce que ça, c'était pas de l'existentialisme, si vous voulez. C'était, non. Qu'est-ce que ce serait un monde où les femmes cessent d'être traitées comme des potiches, où c'était, il y a avec ce que pourraient les femmes, une inconnue pour sortir de ce que je sentais être un monde en ornière, enfin qui vous enterrait tout vif. Et je me souviens, c'était la première fois que j'allais parfois, je suis allée régulièrement à Londres pour acheter des livres. Je faisais le tour. Londres, Foyles, et puis Cambridge, et puis Oxford, et je ramenais tous ces livres à la gare de Victoria, et puis je partais chargée comme un âne de livres, mais qui sont le fond de ma bibliothèque maintenant, plus ceux que j'ai plus tard achetés à Austin. Et à ma première excursion, je suis revenue, j'ai acheté un livre qui s'appelait Sexual Politics de Kate Middleton. Et je me souviens, quand je suis entrée dans la malle, puisqu'à cette époque, c'était la malle Douvres au stand, j'avais envie d'ouvrir ce livre, mais je le tenais couverture contre moi. Et en sortant de la malle, je le tournais couverture à l'extérieur. Quelque part, ça m'avait fait penser. C'est pas une rencontre qui a duré, mais je crois que si j'avais vécu aux États-Unis, c'est dans ces directions-là que j'aurais été, c'est dans ces directions-là qu'un monde se faisait. J'ai retrouvé ça, on y reviendra plus tard avec Starhawk. Mais à l'époque, je dois dire que le féminisme francophone qui s'est développé, je suis restée soigneusement à côté parce que j'avais l'impression que ça allait, que c'était en train de poser des questions qui étaient des questions impératives, et j'avais pas envie de me soumettre à des questions impératives venant d'ailleurs, quoi. Des questions marxiso-psychanalytiques, etc. Non, cet intellectualisme du féminisme français m'a éloignée, mais je suis restée aussi, comment dirais-je, redevable profondément. J'aime les rencontres, j'en suis redevable. Et je suis aussi redevable de ce féminisme qui a bouleversé beaucoup de vies et qui a continué dans la mienne de manière plus souterraine, mais jamais reniée.